Bon, bah, merci à tous et à toutes d'être là. Je suis donc Paola Forteza, je suis la fondatrice de ce lieu, d'Artivistas. Et je voulais d'abord vous remercier parce que pour moi, ça a été un peu un voyage dans le temps de retravailler ce sujet du punk parce que, en effet, j'écoutais beaucoup de punk pendant mon adolescence, donc je me suis remise dans cette musique toute la semaine. Et donc, je vais vous faire écouter quelques morceaux. Donc de punk anglais qu'on connaît tous, mais aussi de punk latino-américain et de punk argentin d'où je viens. Et donc en effet, c'est ma guitare. J'ai joué dans mon adolescence, mais ça fait des années, donc voilà, c'est plus possible aujourd'hui, mais vous pourrez prendre la petite photo avec la guitare si ça vous amuse. Voilà, on l'a amenée pour décorer un peu. Donc pour commencer à me présenter un peu, je crois que ce qui me définit plus profondément, c'est une envie de liberté. Et donc, pour moi, c'est vraiment ça fait partie de la philosophie punk. Et en fait, cette envie de liberté a fait que j'ai beaucoup changé de projet, que j'ai fait beaucoup de choses différentes dans ma vie. J'ai beaucoup entrepris. Pour moi, d'être entrepreneur, c'est d'être punk, parce que c'est vraiment de chercher à avoir ni Dieu ni maître, de chercher à se créer son propre univers, ses propres règles, de choisir quand est-ce qu'on travaille, avec qui on travaille, bon, les projets qu'on mène. Et donc, ça m'a permis de... par exemple, créer une entreprise de food truck, travailler dans le logiciel libre, travailler dans la mode, faire de la politique. Et donc, j'ai un peu un cycle de 2 ans. Tous les 2 ans, j'ai un peu besoin de changer. Et donc, le cycle le plus long que j'ai fait, c'était 5 ans quand j'étais députée. Donc, j'étais députée des Français de l'Amérique latine et des Caraïbes. Donc, je représentais les Français qui habitent à l'étranger à l'Assemblée nationale. Et déjà 2 ans entrée dans le mandat, je commençais à avoir des démangeaisons. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, c'était de quitter la majorité présidentielle à ce moment-là et de créer mon propre groupe à l'Assemblée nationale qui s'est appelé Écologie, Démocratie, Solidarité. Donc, c'était vraiment... sous fond de dissidence idéologique et programmatique à l'époque avec Emmanuel Macron. Mais donc j'étais même une entrepreneure au sein de l'Assemblée nationale. Et donc pour vous passer un premier morceau, ce qui m'arrive tous les 2 ans, c'est que je me pose cette question-là. Or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. Je peux vous voir tous danser à la fin du pitch, hein? Bon, donc je suis pas DJ, donc les accordements vont pas être très très réussis. Mais donc personnellement, et le conseil que je vous donne, c'est à chaque fois que la question se pose, c'est que c'est déjà trop tard et c'est qu'il faut changer et qu'en fait, il n'y a pas de doute, quoi. Donc, pour revenir un peu sur l'histoire du punk. À cette époque-là, c'était la fin des années 70, en Angleterre. Donc, il y avait The Clash, le Sex Pistols qui commençaient à émerger et à produire. Et donc, à cette époque-là, en Argentine, d'où je viens, il y avait la dictature militaire qui était en train de s'installer. Donc, c'était l'époque où on n'avait évidemment pas Spotify et donc la musique ne voyageait pas à l'international aussi rapidement, aussi facilement que de nos jours. Et donc, en Argentine, on avait un style de musique beaucoup plus... mélodique, doux, un peu comme du Bob Dylan, voilà, avec des très belles paroles, etc. Mais il y avait un jeune garçon qui s'appelait Piltrafa, qui avait eu la chance de voyager en Europe et d'aller en Angleterre et de ramener les CD en Argentine. Et donc avec ses copains, ils ont entendu pour la première fois ces sons punk et ils se sont dit, ben, c'est ça qu'on veut reproduire, c'est ça qu'on veut jouer.
Et donc, ils ont lancé le premier groupe punk argentin avec une chanson qui, aujourd'hui, s'appelle Represión, donc répression, mais qui, à l'époque, s'appelait Mantecol. Donc, Mantecol, c'est un espèce de goûter que les enfants prennent voilà, dans l'après-midi, qui est fait à base de peanut butter. Et donc, il y avait à l'époque une pub qui disait Mantecol en todos lados, Mantecol en el kiosco de la esquina, Mantecol todo el día. Donc ça veut dire Mantecol tout le temps, au coin de la rue, 24 heures sur 24, etc. Et donc ils ont repris ce jingle. Et donc la chanson s'appelait Mantecol, et donc ils chantaient. Mais quand ils faisaient ça en live, au lieu de dire Mantecol, ils disaient répression. C'était pour échapper à la censure. Et donc c'était répression partout, répression au coin de chez toi, répression 24 heures sur 24. Et donc beaucoup d'artistes en Argentine et partout en Amérique latine ont utilisé ces techniques. Il y avait vraiment une contre-culture qui s'est construite. Et eux étaient des plus courageux vraiment avec cette chanson. Donc c'est vraiment devenu un symbole. Et donc je vais vous la faire écouter. Un bout au moins. Il faut que je la retrouve, mais elle est par ici. Voilà. C'est là que ça vient. Répression, répression. Bon, donc voilà, donc cette contre-culture qui s'est créée en Amérique latine du temps des dictatures est un peu marque l'émergence de l'artivisme, qui est ce qu'on veut montrer dans cette galerie. Donc artivistas, c'est la contraction entre artiste et activiste. Et donc ça s'est créé à ce moment-là et ça continue de nos jours. Donc tous les artistes en Amérique latine sont très engagés politiquement, font partie de mouvements sociaux. Et donc sur différents sujets, donc beaucoup liés à la protection des droits des peuples autochtones, par exemple, beaucoup liés à la protection de la nature. Je pensais que c'était moi. Et du coup, et beaucoup liés au féminisme aussi. Donc moi personnellement, les féministes latino-américaines m'ont beaucoup inspirée quand j'étais députée. Parce que elles ont justement, elles ont repris les codes artistiques et créatifs, elles ont réussi à s'organiser au niveau régional et à porter des symboles, par exemple le foulard vert, par exemple le cintre pour lutter pour le droit à l'avortement. Et c'est des symboles qui se sont viralisés sur les réseaux sociaux. Et donc il y a une chanson aussi qui est très comment dire, symbolique de cette lutte-là. Vous la connaissez peut-être, qui s'appelle Un violador en tu camino. Et donc c'est une chanson qui s'est créée au Chili de la main de l'Artesis. Et qui s'est viralisé partout dans le monde. Et donc, il y a des performances qui se créent dans toutes les mobilisations. Il y en a eu en France à la Tour Eiffel, par exemple. Et donc, il y a une petite danse qui va avec et tout, mais je vais vous la faire écouter si vous ne la connaissez pas.
Donc voilà, ce qu'elles disent, les thesis, c'est la faute n'est pas mienne, ni où je me promenais, ni ce que j'avais, comment je m'habillais. Le violeur, c'est toi. Et donc, c'est un peu renversé voilà, la charge du crime. Et voilà, ça parle vraiment aux féministes du monde entier. Donc, je vous ai raconté que j'ai fait un passage à l'Assemblée nationale. Et là aussi, je me suis inspirée un peu, ou ce que j'ai appris dans mon adolescence en entendant du punk m'a traversée. Et ce que je cherchais à chaque fois, c'était de donner du pouvoir aux citoyens, de partager le pouvoir, de l'ouvrir. Et j'utilisais beaucoup le numérique pour ça. Donc on avait à l'Assemblée nationale, j'avais recruté des développeurs qui venaient du milieu du logiciel libre, qui est un milieu aussi un peu anarchiste et très punk dans le mindset, je dirais. On créait des outils pour faire participer les citoyens, donc des plateformes en ligne qui permettaient de créer des consultations, des pétitions, ce qu'on appelle les civic tech. Et d'être transparent aussi sur toute mon activité. Donc, par exemple, je mettais toutes mes dépenses en ligne en open data. On a organisé énormément de hackathons à l'Assemblée nationale où on faisait participer la société civile, des chercheurs. Donc, on a vraiment, avec mon équipe, cherché à ouvrir les portes de l'Assemblée nationale. Et après toute cette expérience, ma conclusion était que finalement, pour donner du vrai pouvoir aux gens, il faut plutôt les aider à pouvoir devenir eux-mêmes élus. Et donc à créer des vocations et à améliorer la représentativité de l'Assemblée nationale. Et donc je suis petit à petit allée vers l'idée du tirage au sort. Par exemple, j'ai fait la campagne de Cédric Villani à Paris. Et on avait organisé un tirage au sort sur les listes électorales. Donc, il y avait des places sur les listes qui étaient réservées pour des citoyens tirés au sort et des places éligibles. Et donc, on a constaté que ça a très bien marché. Les militants et les citoyens ont très bien travaillé ensemble. Les profils se complétaient. Et on était vraiment sur une dynamique qui nous amenait vers la défense de l'intérêt général. Voilà, quelque chose de plus spontané ou plus... genuino, mais j'ai les mots en... Comment on dit en français? Authentique, voilà, merci. Et donc, je vais vous mettre une petite chanson de Gossip, qui est un groupe américain, qui est ce qu'on appellerait du néo-punk ou du post-punk. Donc, c'est voilà, un groupe qui s'est inspiré du punk de l'époque, mais qui le revisite. Et donc ça, c'est une de ses dernières chansons. Allez. Bon voilà, donc real power, pas du faux pouvoir, mais du vrai pouvoir pour les gens. Et donc, ce que je voulais vous raconter aussi, c'est qu'aujourd'hui, je fais partie d'une association qui s'appelle Démocratie ouverte, qui a œuvré pendant 10 ans pour
justement ouvrir la démocratie, pour amener des changements institutionnels qui permettent plus de distribution de pouvoir. Et aujourd'hui, on travaille vraiment sur comment contrer les forces antidémocratiques de nos jours qui viennent de la main de l'extrême droite, qui s'organisent beaucoup au niveau international. Et donc, nous, ce qu'on porte, c'est que la société civile internationale doit aussi s'organiser et vraiment pouvoir devenir résiliente. Parce qu'on voit, il y a plein d'exemples dans le monde entier, notamment en Argentine par exemple, de gouvernements d'extrême droite et aux États-Unis évidemment, qui coupent toutes les subventions à la culture. Donc nous, on défend vraiment le besoin d'une culture indépendante et évidemment les institutions, la protection des minorités. Et donc pour parler un peu de ce sujet, je voulais revenir à un classique, là plutôt français. Donc vous êtes très internationaux, donc je ne sais pas si vous allez le connaître. Toi peut-être, tu t'en souviendras. Qui connaît? Voilà. National. Ouais. Le Front National. Bon, voilà. Ouais, tous les âges. Et on l'entend à nouveau de nos jours dans les manifs. Ce sont malheureusement. Donc le dernier sujet dont je voulais vous parler, c'est évidemment la créativité, puisqu'on est dans les Creative Mornings. Donc pour moi, la créativité, c'est l'exploration, la recherche continue, c'est évidemment se remettre en question. C'est pas nécessairement un talent, c'est une pratique, c'est quelque chose qu'on entraîne. Et aujourd'hui, de nos jours, avec l'avancée des nouvelles technologies, parfois la créativité, elle est mise à mal, notamment avec l'intelligence artificielle et la generative AI, comme on dit. Donc nous, ce qu'on veut créer aujourd'hui à la galerie, c'est, parce que ça fait déjà 2 ans que j'ai ouvert cette galerie, donc il faut que je change un peu. Donc on veut créer un laboratoire d'art numérique pour justement pouvoir expérimenter autour du numérique et des nouvelles technologies, mais avec un regard critique où on pourra vraiment se questionner, questionner les biais de l'IA, par exemple, les biais sexistes, les biais coloniaux, racistes de l'IA, où on pourra, par exemple, aussi développer des compétences créatives qui vont nous permettre de maîtriser ces outils, de vraiment s'en servir quand il le faut, mais pas à tout moment et partout et à toutes les sauces comme on le voit dernièrement. À se poser la question aussi de l'impact environnemental de ces nouvelles technologies et de comment on priorise les usages socialement et démocratiquement. Et donc ça, on veut le faire de la main d'artistes qui, tous les jours, manipulent ces outils. Donc on a lancé une campagne de crowdfunding. Donc vous verrez des petits QR codes par-ci, par-là. N'hésitez pas, voilà, ça peut être 10, 15 €, mais je crois beaucoup à la crowd, voilà, c'est toujours tout ce qui est crowdfundé, crowd scrappé, ça a plus de pouvoir. Et donc je voulais vous passer une dernière chanson que j'aime beaucoup, c'est aussi une artiste, une chanteuse argentine,
qui s'appelle Erika Garcia et qui parle dans cette chanson de une fille qui est très anxieuse et qui, pour répondre à son anxiété, choisit une carrière très rangée et a une vie voilà, très carrée. Et donc elle parle à cette fille, elle dit l'anxiété, en fait, ça se résout plutôt dans la rue, en essayant, en testant, en expérimentant, en essayant plein de choses différentes. Et donc c'est un peu ce que j'ai essayé de faire dans ma vie et ce que je vous recommande de faire aussi. Bon voilà, rock Annabella. Donc avant de passer la parole à Stefania Bouchotte qui a aussi un art assez punk, je voudrais dire, et c'est pour ça qu'on a eu l'idée d'organiser ça à cette date-là. Je voulais vous laisser parce qu'en effet, je faisais les recherches sur la philosophie du punk, il y a beaucoup de livres, d'ouvrages qui se sont écrits. Mais finalement, c'est dans les paroles vraiment qu'on retrouve la vraie philosophie punk. Donc, il y a 3 phrases qui me parlent beaucoup et que je voulais partager avec vous. Donc, d'abord, c'est « Jesus died of somebody's sins, but not mine ». Et donc, en effet, c'est l'idée de dire on n'a pas à se sentir coupable de rien du tout, d'exister, d'être comme on est, d'aimer qui on aime. Voilà, il faut être fier et il faut assumer aussi nos choix. Le deuxième, donc, The Sex Pistols, Never mind the bollocks. Donc ça veut dire oubliez, ne pensez pas aux conneries, voilà, aux bêtises, pour être plus... donc il y aura toujours des gens qui vont être jaloux, qui vont vouloir vous rabaisser, vous arrêter dans vos élans, etc. Et donc voilà, il faut laisser passer, never mind, never mind. Et donc le dernier, je pense, vous serez d'accord avec moi, punk not dead. Bonjour, merci à tous et à tous de venir. Donc, je m'excuse d'avance parce que je suis quelqu'un de très timide et du coup, j'ai soin de la parler en public. J'espère qu'ils m'entendent tous. Je sais pas si je parle fort ou pas. Ça va. En tout cas, j'ai préparé un petit pitch et du coup, je l'ai écrit et j'ai quand même sorti mon petit papier. C'est pas très bon que je m'apporte mais c'est plutôt pour arriver à exprimer vraiment tout ce que j'ai envie de dire et être clair parce que j'ai tendance aussi à avoir plein de choses en tête et du coup, parfois ça sort d'une façon très chaotique donc je préfère avoir mon petit papier. Désolée si parfois je vous regarde pas et que j'ai lu, mais bon. Donc du coup, j'ai essayé d'écrire quelque chose qui parle des moi et de mon expérience artistique et liée justement à cette thématique d'aujourd'hui. Donc, je suis moins dans le concret, je suis plus vraiment dans les idées larges, je pense. Donc, on va voir, j'espère que ça va vous parler. Ah oui, j'oublie à chaque fois de peut-être me présenter. Et du coup, je m'appelle Stefania Bouchotte, je suis mexicaine d'origine, ça fait 10 ans à peu près que je suis en France. À la base, j'ai fait une école d'art au Mexique
Et puis après, ma vie a fait que j'ai fait plein de choses différentes. J'avais du mal à m'y retrouver un peu dans la démarche artistique un peu classique. J'ai eu un restaurant pendant 5 ans à Paris. Et puis voilà, ça fait à peine, je pense, ça fait à partir de 2022 que j'ai un peu redécouvert la céramique. J'avais travaillé un peu avec la céramique déjà avant, mais c'est vraiment à partir de 2022 que je commençais à travailler avec cette matériel d'une façon plus intensive. Et maintenant, j'essaie de vraiment faire ça à temps plein. Et voilà. Donc, merci à la galerie, merci pas aussi de m'avoir donné cet espace pour présenter mon travail. Et j'espère que ça va vous parler. Donc, désolée, je sens le petit papier. Je tremble un peu, donc désolée. Ok. Bon, je crois que le punk naît d'abord en une partie d'une angoisse face à l'avenir. Je pense que la prise de conscience du déclin de nos systèmes sociaux, économiques et politiques et aussi de l'hypocrisie d'un État moralisateur qui était hérité plutôt des années 50 et 60 a créé une sorte de vide. Et comme il était impossible de se projeter dans le futur, dans un monde plein de problèmes, plein de crises, plein de chaos, je pense que les punks à ce moment-là, ils se sont dit, on s'en fout, on va vivre au présent et comme il semble ne pas avoir d'avenir, il n'y a pas de futur, on va tout détruire. Donc c'est un peu cet élan un peu de tout casser. Et donc là, je pense à cette chanson des Sex Pistols, à la fin de God Save the Queen, le fameux No Future. Je peux pas chanter parce que ma voix est... Mais bon, on peut la mettre si vous voulez à la fin, mais c'est tout à la fin, on dit vraiment No Future, No Future. Et vraiment, c'est vraiment un des piliers du pop britannique dans les Sex Pistols. Et bon, je pense qu'à partir de cette confrontation avec l'absurdité du monde, il y a eu la progression, la transgression, la provocation et beaucoup de contestations qui ont généré un nouvel état d'esprit émancipateur, plein d'énergie qui est le punk. Donc pour moi c'est ça, c'est vraiment un état d'esprit émancipateur plein d'énergie. Et du coup qui est né de ces vides existentielles, de cette angoisse face au futur. Bon, j'ai toujours écouté un peu de la musique qu'on peut qualifier comme alternative. J'écoutais pas mal du punk. Malheureusement, surtout du punk anglophone. Au Mexique, on est quand même pas mal imprégné de tout ce qui est États-Unis, etc. Et du coup, bon, je pense à des groupes comme Black Flag, les Dead Kennedys, Patti Smith, Trace, mais aussi d'autres groupes plutôt qui sont sortis après du post-punk et des groupes comme de post-hardcore plutôt comme Fugazi ou de rock industriel comme Nine Inch Nails qui vont d'ailleurs jouer, je pense, moi, bon, je fais pas de la pub, mais en tout cas, je suis une grosse fan de Nine Inch Nails, du coup, il faut que j'en parle. Et du coup, voilà, c'est des groupes où on ressent quand même cette énergie très fureuse et très agressive d'une certaine façon, comme dans le punk originel, pardon. Mais pourtant, je crois que mon discours artistique, on peut mieux le retrouver dans le contexte du post-punk. Parce que je pense que le post-punk, plutôt que de réagir instinctivement à cette angoisse du futur, il y a une réalité qui est brisée et chaotique, il propose plutôt de réfléchir. Donc, à mon avis, il est plus intellectuel d'une certaine façon. Donc, ce que pour moi fait le post-punk, il théâtralise d'une certaine façon cette angoisse, il la poétise, et du coup, voilà. Donc, je pense à des groupes comme Suxy and the Banshees, The Cure, Bauhaus, voilà. Et du coup, je pense que, aussi, ce qui fait le post-punk, c'est, il déconstruit un peu cette énergie, cette angoisse, pour y retrouver plus de nuances, comme, bon, il y a de la solitude, de la mélancolie, du désespoir. Et, bon, je pense que aussi, il a réussi à construire une esthétique très originale autour du sombre, autour de l'incertitude, autour du mystère. Désolée, j'ai tendance à aller un peu loin dans mes réflexions. Et du coup, chose qui l'a rend le post-punk plus intellectuel, j'ai déjà dit, mais plus introspective aussi, je pense. Et moins physique, plus cérébral. Parce que pour moi, le punk, il est très dans l'action, très physique, dans les bases. Et du coup, pour moi aussi, dans le post-punk, il y a souvent un jeu de double mouvement, on peut l'appeler comme ça peut-être, où d'un côté, on peut y retrouver des atmosphères, par exemple, qui sont pesantes, froides, presque déshumanisées, mais d'un autre aussi, il libère une sorte de pulsion de vie, où il y a une quête d'émotion très viscérale, et un peu de joie un peu cachée derrière, malgré tout.
Et il y a une sorte de espoir fragile un peu derrière, il y a un peu de la poésie, de l'absurde, il y a plein de choses qui se passent dedans. Et du coup, il y a une tension qui se crée, qui est très ambivalente. C'est une ambivalence un peu paradoxale, qui est très belle, je trouve. Et on se sent parfois en même temps un peu submergé dans une sorte de mélancolie ténébreuse, mais aussi porté parfois par une sorte d'énergie presque euphorique, un peu comme dans le punk original. Donc je pense par exemple, enfin c'est pas tout à fait du post-punk, mais j'étais une très grosse fan de Smiths, vraiment de The Smiths pendant longtemps. Et du coup, ce qui m'a fasciné chez eux, c'était vraiment cette façon d'avoir des mélodies très joyeuses et très pop, avec des paroles profondément tristes, mais en même temps chantées avec une voix pleine d'espoir. Du coup, tout ça, je crois que ça crée quelque chose de très complexe, mais qui est très beau, en même temps très fin et très drôle aussi, parce qu'il y a beaucoup d'humour aussi dans le post-punk. Et du coup, je pense que mon travail se retrouve un peu dans cette ambivalence que je l'associe au post-punk. Et j'essaye un peu pareil de donner forme à ces tensions justement qui nous habitent et qui se manifestent aussi dans nos corps, dans nos gestes, dans nos relations, dans nos façons de penser, dans nos relations. Donc, surtout, j'essaie aussi de montrer une disjonction, une sorte de rupture identitaire, mais aussi une sorte d'angoisse en face à ces vides existentielles et à l'absurde un peu de la vie. Et cette angoisse, enfin, pour moi en tout cas, dans mon expérience, naît justement d'une expérience en tant que femme étrangère, où je me perçois souvent comme une sorte d'être flottant, constamment différent, enfin, qui est différent d'une façon persistante. Je sais pas si ça fait beaucoup de sens ce que j'ai dit. Et du coup, aussi à travers mon travail artistique, là je vais être plus dans la lecture parce que c'est peut-être un peu complexe. Donc du coup, ce que j'essaie de faire, c'est donner forme justement à cette sensation de flottement, d'être constamment entre plusieurs mondes, d'être un peu fracturé, un peu fragmenté. Et du coup, j'essaie de transmettre quelque chose d'éternellement inachevé. Donc l'avenir, comme un peu pour le punk, paraît presque inconcevable, quoi. On ne peut pas s'y projeter. Et du coup, pour moi, d'une certaine façon, nous sommes tous un peu de spectres dans le vide, hein, constamment en train de se fragmenter et d'être reconstitués par les normes patriarcales, par les attentes sociales, par tous les récits dominants, par tous les traumatismes générationnels et culturels. Et donc, du coup, je pense que, donc pour les punks, il faut constamment essayer de se débarrasser de toutes les conventions, de tous les récits hétéronormatifs, de toutes les fausses morales. Du coup, il faut les discuter, il faut être féministe, il faut être antifasciste, il faut être antiraciste, antitransphobe, vous connaissez tout le truc, antitransphobe. Et du coup, j'ai essayé à ma façon de partager ces valeurs et ces revendications, j'essaie de les exprimer à ma façon, et plus que je trouve qui est plus lié à la façon du post-punk, avec un peu de poésie, où on théâtralise cette malaise contemporain, avec un peu d'humour aussi. Donc, du coup, voilà. Et pour moi aussi, c'est en parlant de cette vide, cette angoisse face au vide, pour moi le vide aussi, paradoxalement, c'est un espace, elle symbolise à la fois l'absence, mais aussi tout le possible. Enfin, il n'y a pas qu'une manque, il n'y a pas qu'une lacune dans le vide. C'est aussi où où tout le possible existe. Donc du coup, avec cette idée derrière, et grâce justement à mon activité artistique et à travers mes pièces, moi j'essaie de trouver un moyen un peu de me libérer de moi-même, de ces corps féminins et marginal, de ces corps marginaux, et dans cet espace du possible, dans ces vides, je peux d'une certaine façon être plusieurs versions de moi-même, où je suis pas figée, je suis pas contrainte, je suis libre et je peux vivre un peu dans le présent, un peu comme les punks. Tu vois, c'est un peu voilà. C'est ce que j'avais.